n'en est pas à son coup d'essai et risque même de perdre sa place en sélection. En rugby, Chabal prend le métro et s'en va. Sébastien Chabal a accepté une rupture de contrat avec le Racing Métro 92 à la suite de nombreux désaccords avec son entraîneur Pierre Birbizier. Reste maintenant à savoir où l'homme des cavernes va poser ses valises. Tournoi destination, les Bleus sont forcés ni convaincre. Et oui, les joueurs de Philippe Saint-André ont assuré l'essentiel face aux modestes Italiens en ouverture du tournoi Destination. Une victoire 30-12 sans convaincre pour la première de PSA. De son côté, l'Angleterre a battu l'Écosse à Murrayfield 13-6 et le Pays de Galles vient de s'imposer à l'instant en Irlande 23-21 dans un match d'une intensité extrême. C'est une pénalité d'Alf Penny qui permet au Pays de Galles de s'imposer à la dernière seconde. En tennis, Monfils défait à Montpellier. Gaël Monfils s'est incliné en finale du tournoi ATP de Montpellier, dont il était le tenant du titre. Cet après-midi, face à Thomas Berdych en 3-7, 6-2, 4-6, 6-3. Le Français devra rapidement se remobiliser puisqu'il part demain avec l'équipe de France pour la Coupe Davis. Et la France qui dévoile ses couleurs. Et oui, Guy Forget qui a annoncé cette semaine sa composition pour la rencontre de Coupe Davis du 10 au 12 février à Vancouver, avec deux surprises, l'absence de Gilles Simon et de Richard Gasquet. Ce sera donc Joe Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Mickaël Liodra et Julien Benito qui défendront les couleurs de la France. En ski alpin, les Français en forme ce week-end. Alexis Pinturo termine deuxième du super combiné de Chamonix aujourd'hui, épreuve remportée par l'Autrichien Roman Baumann. Adrien Théo termine lui deuxième, ex-aequo avec Svindal. Chez les femmes, Julia Mancuso a remporté le super G de Garmisch-Partenkirchen. Elle a profité de la sortie de piste de sa compatriote Lindsey Vonn. Marie Marchand-Harvier termine, elle, à une très belle sixième place, à seulement 8 dixièmes de Mancuso. Et pour finir, basket, NBA, Parker dans la légende. Et oui, cette nuit, Tony Parker est devenu le meilleur passeur de l'histoire des San Antonio Spurs, avec, tenez-vous bien, 4477 passes décisives en 11 ans de carrière. Il confirme son statut de meilleur joueur français de tous les temps. De son côté, Nicolas Batum a aussi battu un record cette nuit, celui du nombre de 3 points inscrits en un seul match pour Portland, avec 9 tirs primés en seulement 24 petites minutes. Merci Nico pour ces précisions, c'est la fin du flash. Je vais me tourner vers notre invité. François, une actu en particulier vous a marqué cette semaine ? Bon, écoutez, il y a beaucoup de choses à retenir. Moi, j'ai été au match hier de rugby, France-Italie, donc j'ai envie de retenir la bonne prestation des Français. Et puis le premier match de Philippe Saint-André, il faisait très très froid, ils s'en sont quand même pas mal sortis. Et donc voilà, le réveil des Bleus du rugby qui vont certainement nous faire encore rêver longtemps, parce qu'il y a quand même une très très belle équipe qui a atteint la finale des championnats du monde l'an dernier. On l'espère aussi. On peut donc passer à la suite. Un petit glaçon pour parler poudreuse, c'est la chronique de Pierre Classen. Alors, Alexis Pinturo y est presque. Le skieur de Courchevel a signé un nouveau podium. Il a pris la seconde place du super combiné de Chamonix. La relève du ski français est-elle assurée avec Alexis Pinturo, Pierre ? Bah oui, il est clair qu'Alexis Pinturo représente la relève du ski français. Après avoir tout gagné chez les jeunes, il a su confirmer chez les grands avec déjà 3 podiums, 2 en géant et donc maintenant 1 en super combiné. Et ce ne sont pas des coups d'éclat puisque le skieur de Courchevel est le meilleur représentant tricolore au classement général avec une 11e place. Excusez du peu. À seulement 20 ans, ça en fait rêver plus d'un. En plus d'être précoce, Alexis Pinturo est très polyvalent. Que ce soit en technique ou en vitesse, Pinturo a les armes pour rivaliser avec les meilleurs. À 20 ans, il montre qu'il gère la pression à merveille. Parce qu'il faut le rappeler, depuis qu'il a explosé chez les jeunes, les médias disent qu'il pourra un jour prétendre au gros globe. Mais Alexis sait être patient et monte les échelons petit à petit. Alors, on va en profiter pour ouvrir sur la saison de nos Français en ski. Quel bilan on peut en tirer, Pierre Classen, jusqu'à présent ? Bah, c'est un bilan plutôt mitigé pour le moment parce que certes on a Alexis Pinturo qui réalise une très belle première partie de saison, mais on a des représentants qui sont pas à la hauteur des espérances, il faut pas avoir peur de le dire, notamment Jean-Baptiste Grange qui fait des slaloms en dessous de ce qu'on espère de lui, puisqu'il a quand même porté le ski alpin français à bout de bras depuis maintenant 5 ans. Chez les femmes, il y a Tessa Worley qui réussit plutôt bien. Mais sinon, on s'attendait à beaucoup mieux, Mathieu, pour cette saison 2011-2012 de ski alpin. Alors, on a quand même quelques bons podiums à noter chez les femmes, tout de même.
Oui, 2 pour Tessa Worley et 1 pour Marchand Ravier. Mais c'est pas assez parce que on devrait en avoir beaucoup plus dans toutes les disciplines. On pourrait faire des podiums. Messieurs, présent, quelques réactions par rapport à cette saison en ski? Bah, c'est vrai que hormis Tessa Worley, on n'a pas vu grand-chose du côté du ski alpin français cette saison, ce qui est vraiment dommage parce qu'on a des bons spécialistes dans toutes les spécialités. On pense à Anastasia Noin en slalom qui a été blessé, qui n'a pas pu défendre ses chances dans toutes les épreuves. On pense à Adrien Théo aussi qui a pas été au niveau qu'on attendait de lui. Donc c'est vrai que c'est dommage. Et puis surtout Jean-Baptiste Grange qui est sorti de piste, il me semble, 2 fois au moins. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de viser des podiums comme ça quand nos leaders n'assurent pas dans les grandes épreuves. Maxime, une réaction? Oui, bah, dans l'ensemble, on peut dire que le ski français a été assez décevant cette saison, notamment chez les garçons. On attendait les leaders et ils n'ont pas été présents. Par contre, c'est vrai que chez les filles, il y a quand même eu 3 podiums, il y a eu d'assez bonnes performances. Ça reste compliqué parce que c'est vrai que quand on n'a pas les leaders qui sont au niveau, derrière les jeunes n'y arrivent pas trop, mais apparemment on a quand même Pinturo qui s'en sort et qui pourra peut-être plus tard guider l'équipe de France. Une réaction, François, sur notre saison de ski chez les Français? Bon, elle est encore longue la saison de ski, donc on va essayer de continuer à s'accrocher. C'est vrai que c'est difficile en ce moment pour la France en ski. Il y a des très 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 grands skieurs. Il y a quelques saisons qui ont réussi à accrocher des globes et là c'est qu'on a un peu plus de mal, mais j'y crois et tous les noms que vous avez cités sont des gens qui peuvent gagner quelque chose cette saison. Et on rappelle aussi également qu'en biathlon, on a Simon Fourcade qui reste à la 4e place au classement général et un Martin Fourcade, qui a perdu sa première place de leader en Coupe du Monde au profit d'Emile Svensson. Des réactions par rapport à ça, messieurs? Bah, c'est vrai qu'on s'y attendait un petit peu vu de ce qui s'est passé ce week-end où Fourcade n'a pas été très performant. Bon, après, il n'y a rien de grave. Il a un seul point de retard, il me semble, sur Svensson. La saison n'est pas finie. Il a encore largement le temps de se rattraper pour ça. Et puis, c'est pareil pour son frère qui est encore dans le top 5. Donc, il y a des belles chances de podium en fin de saison pour nos Français. Et un dernier petit mot, on va finir avec le patinage artistique. On a Florent Amogio qui termine 3e au championnat d'Europe et surtout notre duo, Nathalie Péchala et Fabien Bouza sont eux champions d'Europe à Sheffield en Angleterre, n'est-ce pas Maxime? Oui, bah, c'est une belle première dans l'histoire de la danse sur glace. Ce sont des Français qui l'ont réalisé, donc très belle performance pour eux et en plus ça s'annonce très bien pour les futurs championnats du monde qui auront lieu à Nice et donc devant leur public on peut espérer qu'ils puissent faire une médaille et pourquoi pas la médaille d'or. Eh bien, on va fermer cette page de ski, on va pouvoir passer au tournoi destination, on va revenir là-dessus avec la chronique de Maxime Babser. Toujours pas de jingle, c'est pas grave, on va pouvoir enchaîner. L'équipe de France, finaliste de la dernière Coupe du Monde, s'est donc imposée hier après-midi face à l'Italie pour son premier match du tournoi destination 2012. Et Maxime, le score 30-12 est plutôt flatteur pour cet homme de PSA. Et oui, Philippe Saint-André est toujours invaincu. Le sélectionneur tricolore avait plaisanté sur le sujet en conférence de presse cette semaine, mais la plaisanterie bien dure toujours. Dans ce match contre l'Italie, les Français ont été dominés tant dans la possession que dans l'occupation. Ils ont également souffert en mêlée et en touche au début du match, mais ensuite les avants-bleus ont su redresser la barre pour offrir aux arrières leur ballon d'essai. Rougerie et surtout Malzieu ont ainsi marqué les essais de la première période contre le cours du jeu. Puis en seconde mi-temps, ils ont confirmé la montée en puissance avec 2 nouvelles réalisations de Clerc et du Bisu Fofana. Alors 4 arrières ont marqué hier, 3 Clermontois et un Toulousain, ce qui souligne un peu plus l'importance de ces 2 clubs leaders du top 14 en France. Et avec ce succès, eh bien, la France est première du classement devant l'Angleterre et le Pays de Galles qui s'est imposé donc contre l'Irlande cet après-midi. Ces 3 nations peuvent encore prétendre à faire le Grand Chelem. Et il devrait y avoir d'ailleurs une dernière journée qui pourrait opposer le Pays de Galles à la France si jamais ces 2 équipes gagnent tous leurs matchs. Alors est-ce que la France peut faire le Grand Chelem, messieurs ? Alors déjà, pour une première, je pense que c'était pas trop mal. On va pas faire la fine bouche. On s'attendait pas non plus à un fond de jeu très énorme de l'équipe de France. On sortait d'une Coupe du Monde, même si on avait fait un bon classement avec cette 2e place où dans le jeu on n'était pas fabuleux. Donc c'est mettre 30 points, 4 essais en plus, 4 essais qui sont assez beaux. Bon, au niveau de la construction, c'est pas terrible, mais
Mais c'est vrai que ça avance pas mal et je pense que cette équipe de France, elle peut viser de bonnes ambitions, surtout quand on voit ce qu'ont fait les autres équipes où le niveau semble assez homogène cette année. Je sais pas ce que t'en penses, Maxime. Oui, le niveau dans l'ensemble est assez homogène, même si l'équipe d'Italie a baissé en fin de match, elle a quand même tenu jusqu'à la 60e minute à peu près, hein. Ils ont fait 15-9 après une pénalité de Burton, donc c'est vrai que les Français ont peut-être un peu peur. Le début de match a vraiment été à l'avantage des Italiens, ce qui a beaucoup surpris. Mais c'est dans leur avancée, en plus avec leur nouvel entraîneur Jacques Brunel, je pense qu'il va encore s'améliorer dans la construction du jeu d'avant, la conservation du ballon, ce qui était un peu leur point faible avant. Et pour les autres équipes du tournoi, c'est vrai que l'Angleterre pour moi est beaucoup plus faible que les dernières années. Par contre, c'est le Pays de Galles qui va s'annoncer comme le grand adversaire, je pense. Ils ont battu l'Irlande dans un match absolument énorme cet après-midi. Et je pense très franchement que cette année, je vois très bien le Pays de Galles faire peut-être un grand chelem. Alors justement, François, vous qui avez suivi le match hier, quelle est votre réaction après ce petit match des Français? Ah bah je vous trouve dur quand même de dire petit match, c'est très sympa pour eux. Non mais forcément c'est le premier match pour Saint-André, il faisait très froid, ce qui fait que les ballons étaient pas faciles toujours à attraper, que ce soit du côté français ou italien. Donc voilà, dans ces conditions-là, je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis, même si effectivement vous l'avez noté, il y avait la domination de l'Italie pendant une bonne partie de la première mi-temps et qui s'est pas concrétisée heureusement pour nous. Il faudra voir la France face à des équipes d'un niveau supérieur, donc dès la semaine prochaine face à l'Irlande, ça sera beaucoup plus parlant parce qu'effectivement face à l'Italie, on n'a pas eu à vraiment forcer notre talent, mais je retiendrai quand même la bonne performance de Malzieu qui n'était pas à la Coupe du Monde et qui a été très bon, Picamol également qui a été l'un des meilleurs je trouve, et puis dans l'ensemble assez solide, donc c'est plutôt encourageant, quoi. On va en profiter pour écouter la réaction de Vincent Clerc après le match. On a été réaliste sur les peu de fois où on est allé dans leur camp en première mi-temps. Et petit à petit, on a réussi à prendre le score. On a mis plus d'intensité en défense. On a réussi à vraiment les faire reculer, à leur faire échapper des ballons. Et sur 2 ballons de contre, on marque des essais. Donc voilà, il y a plein de choses encore à corriger. Mais globalement, voilà, il y a matière à travailler. C'est une bonne première entame, en tout cas rassurante. Voilà, des choses encore à corriger pour cette équipe de France et on espère que tous ces réglages seront vite faits. Mais une réaction, Maxime, par rapport à peut-être à cette déclaration de Vincent Clerc. Ils ont bien compris ce qui leur manquait, je pense. C'est vrai qu'ils ont marqué sur des ballons de contre. Ce qu'on attend maintenant, c'est qu'ils fassent sur la construction du jeu, qu'ils s'améliorent un peu. En même temps, ils pouvaient pas révolutionner non plus le jeu en 10 jours d'entraînement, c'est un peu normal. C'est vrai que pour une base de travail, ce match est quand même très bon, il faut le signaler. 30-12 face à l'Italie, ça reste un très bon match, surtout après la défaite de l'an dernier. Il fallait aussi effacer le choc psychologique de l'an dernier. Il fallait reprendre après la finale de Coupe du Monde qui a été, j'imagine, difficile pour eux à avaler. Donc franchement, la base de travail, elle est très bonne et Vincent Clerc a, je pense, souligné qu'il en restait du boulot, mais qu'il y avait quand même effectivement de très bonnes bases de travail pour eux. Nicolas, tu voulais réagir? C'est vrai que c'était des bonnes bases de travail pour l'équipe de France. Après, faut pas se voler la face. La semaine prochaine, face à l'Irlande, ça va pas être la même affaire. On a vu le match que l'Irlande vient de faire contre le Pays de Galles. Ils s'inclinent à la dernière seconde sur une pénalité. Ils ont mené quasiment tout le match. Ils ont fait un match énorme, tant au niveau de l'occupation qu'ils n'ont pas fait beaucoup de fautes au niveau des points d'impact. Et je pense que face à l'Irlande, il va vraiment falloir élever notre niveau de jeu parce que sinon, on risque d'avoir vraiment plus de mal à s'imposer. Alors, il y a autre chose qui est sorti aujourd'hui aussi, c'est PSA qui a confirmé le même groupe pour le prochain match. Est-ce un bon choix réellement, Maxime? Dans la continuité, oui, c'est logique. Si en plus après les réactions d'hier, on a vu que les joueurs voulaient continuer à travailler sur les bases de ce match de l'Italie, c'est bien qu'ils continuent sur les mêmes joueurs. Aucun n'a été très mauvais hier, aucun n'a fait de mauvaise performance. Donc dans l'ensemble, les joueurs ont répondu, je pense, aux attentes du staff. Oui, la décision est complètement logique. Il n'y a pas eu de défaite, il n'y a pas eu de match catastrophique, donc il vaut mieux faire confiance à ce groupe qui doit essayer de trouver des automatismes. Je pense que c'est la logique de Saint-André, essayer de trouver des automatismes dans un groupe qui est basé beaucoup sur les mondialistes et qui apporte quelques nouveaux joueurs qui, eux, peuvent rafraîchir un peu le groupe. Donc pas de choses à changer.
Écoute, pour le moment, je vois pas trop ce qui peut être changé. Aucun n'a été décevant et apparemment, Philippe Saint-André veut faire tourner un peu l'effectif au moment du prochain match contre l'Irlande. Donc, oui, il y a pas de changement à voir pour le moment. Une réaction, François, justement sur cette formation confirmée par PSA. J'ai pas suivi parce ça a coupé un petit peu, je suis désolé. Ouais. Je viens juste de vous entendre. C'est sur quelle information vous voulez que j'agisse? Alors sur justement PSA qui confirme le groupe pour le prochain match. PSA, non, c'est très bien. C'est ce que je vous disais. Je trouve que c'était quand même un match solide. Je pense qu'il faut travailler dans la continuité. On avait l'habitude d'un entraîneur avec Marc Évremont qui changeait son équipe régulièrement et peut-être un peu trop souvent et qui tâtonnait un peu, on avait l'impression en tout cas. Et le fait de conserver le groupe, c'est qu'il est satisfait des joueurs, ça les met en confiance, ça permet aussi de trouver des automatismes. Voilà, ça devrait être un petit peu meilleur en mêlée, mais c'est sûr que c'est que du positif, je pense. Nicolas. Moi j'avais une question à poser à François justement, c'est plus par rapport au poste de demi de mêlée. Selon vous, Morgan Parra aurait-il plus sa place qu'un Dimitri Yachvili qui est dans une équipe de bas de tableau dans le top 14? Alors moi j'ai toujours été fan de Morgan Parra personnellement, donc je trouve qu'effectivement si j'étais sélectionneur du 15 de France, il serait à la place de demi de mêlée. Et puis en plus il a prouvé à la Coupe du Monde qu'il pouvait aussi jouer en 10. Il est bon au pied aussi. Voilà, moi je suis plus favorable à Morgan Parra. Maintenant, Yachvili, il a prouvé aussi qu'il avait l'expérience du haut niveau, même si son club est en bas de tableau. C'est pas de sa faute à lui uniquement, et donc il a tout à fait sa place en équipe de France. Très bien, et bon, on va maintenant ouvrir un petit peu le débat sur les autres matchs de ce tournoi. On a eu un très faible Angleterre-Écosse qui s'est soldé par la victoire des Anglais 13-6. Mais surtout, on a eu un excellent Irlande-Pays de Galles tout à l'heure qui s'est soldé là juste par la victoire du Pays de Galles dans les dernières secondes. On s'y attendait pas du tout. On voyait même l'Irlande nous gagner, sauf Maxime, bien sûr. Oui, j'avais voir. Maxime, une réaction sur ce match-là, Irlande-Pays de Galles. Moi, je suis ravi parce que je n'attends qu'une seule chose, c'est la finale entre le Pays de Galles et la France. Moi, je veux ce match au Pays de Galles pour voir si les Français ont retenu la leçon de la finale de Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande. Donc, moi, j'attends qu'une seule chose, c'est que les deux équipes fassent le carton plein avant cette dernière journée. Pour ce qui est du Pays de Galles, ça reste pour moi l'équipe qui a le plus gros potentiel parce que ce sont des joueurs assez jeunes encore et pourtant ils ont imprimé un rythme dans ce match absolument énorme. L'Irlande a très bien répondu. Et pour ce qui est de l'Angleterre, moi je suis très surpris de l'Angleterre qui a été très poussive hier soir contre l'Écosse. Des actions de jeu très limitées, pas beaucoup d'ambition dans le jeu. Ils sont restés beaucoup sur le jeu d'avant et ont été largement dominés en seconde période par les Écossais. Et de ce côté-là, je dois avouer que je suis très surpris par les Anglais et très déçu par eux. Pour revenir sur l'Angleterre, c'est vrai que ils sont quand même dans une phase de reconstruction et puis aussi de reconquête de leur public. Faut pas oublier qu'à la Coupe du Monde, ils ont eu toutes leurs histoires là, des joueurs qui sortaient, qui respectaient pas forcément les consignes données. Après, on a eu le problème avec le sélectionneur qui est parti. Ils sont dans une opération reconquête. Ils ont plus Wilkinson. Je pense que c'est une équipe d'Angleterre qui a beaucoup de choses à se faire pardonner, qu'on a vu hier face à l'Écosse, ce qui explique sans doute la manière poussive dont les choses se sont passées pendant le match. Et j'attends de voir des matchs justement face au Pays de Galles ou à la France, où là de toute façon ils n'auront pas le choix, les Anglais, il faudra forcément qu'ils se libèrent s'ils veulent essayer de remporter les matchs, et je pense que ça peut faire des oppositions vraiment très intéressantes. François, qu'est-ce que vous avez pensé de ces oppositions avec l'Angleterre et l'Irlande? L'Angleterre et l'Irlande, écoutez, en fac sur le tournoi, je pense comme votre confrère là qui a dit qu'il souhaitait une finale Pays de Galles, Maxime. France. Je pense que c'est les deux équipes qui sont au meilleur niveau là cette année. Ils l'ont prouvé aussi à la Coupe du Monde. En plus, ça sera l'occasion pour les Gallois de prendre leur revanche de la demi-finale perdue alors qu'ils méritaient de gagner. Donc ça risque d'être un très très beau match. Après sur l'Angleterre, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans cette équipe. C'est en même temps une équipe qui est en plein
bouleversement en plein chantier, donc il faudra attendre un petit peu. Ils sont toujours là, les Anglais. Ils l'ont prouvé d'ailleurs contre l'Écosse hier. L'Écosse qui a aussi, on a l'impression, un peu augmenté son niveau. Donc ça va être un tournoi intéressant parce que les équipes sont là, sont en forme. Et assez incertain finalement. L'équipe de France qui a un bon coup à jouer. Et ça se jouera certainement face aux Gallois. Alors bien sûr, il faudra se méfier de l'Irlande, mais on a la chance de les accueillir. Donc normalement, on a ce petit avantage face aux Irlandais. Et ça se jouera certainement. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que ce sera la finale du tournoi. Maxime? Ah bah moi, je suis tout à fait d'accord avec François. Et justement, François, moi, je voulais te demander par rapport, on voit qui sont les favoris, et on peut aussi se demander, est-ce que il y aura une équipe qui va faire, selon toi, la cuillère de bois, c'est-à-dire zéro défaite? Est-ce que l'Italie ou l'Écosse, qui semble peut-être un peu en dessous, et encore c'est pas sûr, peuvent cette année faire la cuillère de bois? À la cuillère de bois, en général, ouais, c'est soit l'Écosse, soit l'Italie. Les Italiens, ils ont montré quand même pas mal de bonnes choses, hier, donc et on sent que cette équipe est en progrès. C'est des progrès très lents, mais c'est normal. Mais on sent quand même des progrès dans cette équipe-là. Ça manque encore d'efficacité, mais au niveau de la puissance du pack, ils sont là. Physiquement, ils sont présents. Donc, de toute façon, là aussi, il y aura une finale pour le bas de tableau entre l'Écosse et l'Italie, certainement. Alors, je ne sais pas où ça joue. Si ça joue en Italie, en Écosse, je ne sais pas si vous avez l'information. Mais ce match-là déterminera la cuillère de bois. Il y aura forcément, à mon avis, une des deux équipes, effectivement, qui va perdre tous ces matchs. Très bien. Alors maintenant, messieurs, pour finir avec cette page rugby, un petit favori pour ce tournoi. Maxime, par exemple. Moi, je vois le Pays de Galles, très franchement, par rapport à l'expérience qu'ils ont emmagasinée pendant la Coupe du Monde, à leur envie de revanche sur la France et cette envie, je pense, des jeunes d'avoir cette soif de victoire qu'ils vont avoir. Je vois largement le Pays de Galles qui va recevoir la France lors du dernier match. Si tout se passe bien, ils gagnent tous les matchs d'avant. Pour moi, je vois le Pays de Galles gagner le tournoi. Nicolas, ton favori? Alors déjà, pour répondre à la question de François, le match se joue en Italie, entre l'Italie et l'Écosse. Donc voilà. Sinon, moi, je vais faire mon chauvin, excusez-moi. Je verrais bien la France. Écoutez, on entre dans un nouveau cycle, nouveau sélectionneur, des revenants avec Malzieu qui a été très bon. Je nous vois vraiment faire un bon tournoi, poussif certainement face à des équipes comme l'Angleterre ou l'Irlande, mais aller chercher l'exploit au Millennium de Cardiff, je pense que c'est tout à fait imaginable. Et enfin vous, François, votre petit favori pour ce tournoi destination? Le Pays de Galles semble au-dessus. La France va peut-être avoir quelques difficultés là-bas au Pays de Galles. Donc pour la finale qui s'annonce Pays de Galles-France, je vois plutôt le Pays de Galles malheureusement, mais bon, on sait jamais, avec les Français, ils sont capables du pire comme du meilleur et donc de nous surprendre, et alors pourquoi pas. Voilà. Bon, on a deux Pays de Galles, un équipe de France, je vais jouer le chauvin aussi, je vais rejoindre Nico, et moi je verrais bien une victoire d'équipe de France qui sait nous surprendre assez régulièrement. Merci en tout cas Maxime, ce sera tout pour le rugby. On ouvre notre dernière bouteille, le football et surtout les transferts avec Nicolas Mangeard. La chronique de Nicolas Mangeard. Nicolas, on revient sur un mercato d'hiver, comme à son habitude, peu agité. Et oui, en France, ils sont 6 clubs à avoir participé activement à ce mercato. Alors d'abord, on va s'arrêter du côté de Paris, où on attendait des grands noms qui ont été longtemps annoncés, comme Pato ou Tevez, qui ne sont pas venus. Et au final, on a eu de l'expérience avec Thiago Motta en provenance de l'Inter, Alex en provenance de Chelsea et Maxwell en provenance de Barcelone. À la surprise générale, on a aussi vu Moussasso quitter Lille pour rejoindre Fenerbahçe. Les nordistes ont donc remplacé poste pour poste Moussasso par Nolan Roux, arrivé de Brest. De son côté, Marseille a perdu Lucho, parti à Porto, et récupéré Brandao, le banni. Le promu Dijonais a également marqué ce mercato d'hiver avec 6 arrivées, et notamment la très attendue de Gaël Kakuta, de qui on attend de grandes choses en provenance de Chelsea. Et enfin, Nice, qui est en très très grande difficulté en championnat, a recruté Kevin Hanin, l'ancien Chauchalien, et Elliot Grandin. Alors moi, la question que je voulais vous poser, messieurs, c'est quelle est selon vous la meilleure affaire de ce mercato ? Alors, on va revenir un petit peu sur chaque club français dans le détail. Premièrement, on va peut-être évoquer le PSG. Je pense que c'est
le plus actif peut-être pas le plus actif, mais celui qui a fait les plus grosses recrues avec Maxwell, Alex et surtout Mota. D'abord Maxime, ton point de vue sur Paris. Moi, je suis un peu déçu par Paris parce que comme forcément tous les supporters parisiens, j'imaginais que les Qataris allaient amener la manne financière pour amener un gros nom. C'est pas pour insulter Mota ou Alex qui sont quand même des très grands noms du football européen, mais qui dans leur club étaient pas titulaires. Donc ça veut dire un peu que Paris a recruté aussi chez des joueurs qui étaient en manque de temps de jeu. On a annoncé le grand attaquant, il n'est jamais venu. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant de la part de Paris, mais l'air de rien, bon, c'est le plus actif, mais c'est pas forcément les grands noms qu'on attendait, mais c'est assez intelligent, notamment au milieu de terrain, d'avoir recruté Mota et en arrière gauche Maxwell. Là, de ce côté-là, c'est très intéressant pour Paris. Nicolas, un point de vue sur Paris. Bah, c'est vrai que Paris il recrute Maxwell qui est une très bonne recrue je trouve, mais qui est troisième arrière gauche à Barcelone, Alex qui joue pas à Chelsea, Thiago Motta qui est en difficulté aussi parfois. C'est toute la difficulté pour un club qui veut grandir d'amener des grands noms, surtout dans le championnat de France qui est pas très bien réputé pour son niveau de jeu. Donc ça va être long, ça va être plus long qu'on ne pensait, je pense, à Paris pour construire un gros club et arriver à attirer les grosses stars. Mais ça suffira sans doute très largement pour remporter le titre de champion de France cette année. Oui, et puis l'argent ne fait pas tout. Faut pas oublier aussi, messieurs, que la Ligue 1 n'attire pas forcément tout de suite les gros joueurs, et il faudra pas forcément s'attendre à des TVS enfin, au bout de quelques mois. C'est tout à fait normal. François, un avis sur le PSG? Le recrutement du PSG, comme tout le monde, déçu parce qu'on s'attendait à une grosse star, surtout en attaque, donc un petit peu décevant là-dessus. Mais bon, faut pas non plus en demander trop. Hein. On a été sevré de grands joueurs et de grands noms pendant longtemps en championnat de France. Il y a Paris qui, avec les moyens, ont le pouvoir d'acheter des grands noms. Donc pour l'instant, il faut se contenter de ces noms-là et c'est plutôt pas mal. J'étais agréablement surpris par Mota, même si je le suivais un petit peu déjà et que je trouvais ce joueur plutôt talentueux. Donc je trouve que c'est l'une des meilleures recrues possibles pour ce Paris-là qui se développe. Et il faudra attendre l'été, il faudra être un petit peu patient, mais les grosses stars, elles vont arriver au moment où Paris jouera la Ligue des Champions. Nico, tu veux réagir? Bah, moi, il y a une remarque que je voudrais faire, c'est que je trouve que ça pose quand même un problème, le recrutement parisien, c'est qu'on se rend compte qu'il commence à internationaliser au maximum le club, et donc là, avec l'arrivée de Mota, on a Matuidi qui va être légué sur le banc, on a Gamero et O'Haro qui sont toujours là, mais bon, ils l'ont annoncé clairement, les dirigeants parisiens, qu'ils recherchaient un grand attaquant qui sans doute ne sera pas français, parce qu'on voit pas Benzema quitter le Real. Donc je voulais demander à François, est-ce que justement au départ, on a commencé à avoir beaucoup de joueurs français qui ont été recrutés par le PSG, et puis au final, là, on se rend compte qu'ils commencent à aller voir à l'étranger et que l'apport d'argent qui a été fait au PSG va peut-être pas forcément être très bénéfique pour le football français en général. Ah oui, non, vous avez raison, c'est une très bonne remarque, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que ça va empêcher certains joueurs comme Gamero, comme Matuidi, de jouer régulièrement et donc être performants en équipe de France, voire même d'être appelés en équipe de France. Mais en même temps, le football moderne maintenant, c'est ça. Il faut des noms, des joueurs qui ont de l'expérience. En football français, on en manque. D'ailleurs, tous les joueurs, les plus grands noms partent à l'étranger parce qu'ils veulent jouer le haut niveau européen, donc en Angleterre, en Espagne ou en Italie. Et le fait qu'on puisse récupérer quelques joueurs qui acceptent de venir dans le championnat de France, au contraire, c'est une bonne vitrine pour la Ligue 1, c'est une bonne chose. Et puis, je pense que si jamais le PSG va loin en Ligue des Champions, on sera tous contents de soutenir ce club-là, et ça sera une très bonne publicité faite à la Ligue 1. Alors c'est sûr que ça va peut-être écraser un peu les autres clubs, mais d'un autre côté, c'est à eux de trouver la parade pour ça, et c'est à eux aussi d'acheter justement des bons joueurs français. Je pense à Lyon, je pense à Lille, qui a recruté Nolan Roux. Ils peuvent aussi se développer et permettre à des joueurs de jouer le haut niveau. Et puis en même temps, le PSG va pouvoir aussi conserver peut-être quelques joueurs français qui seraient partis à l'étranger s'il n'y avait pas eu les Qatariens au pouvoir, quoi. Donc c'est peut-être finalement un mal pour un bien, mais je pense que pour construire une belle équipe, de toute façon, faut aller chercher les meilleurs partout où ils sont.
Et alors pour continuer sur le PSG, moi je me posais une question, c'est est-ce que le recrutement d'Alex, c'est pas une manière de mettre un peu la pression sur Mamadou Sakho, parce qu'on se retrouve maintenant en défense centrale avec Lugano, avec Alex, avec Sakho, avec Camara, avec Bisevac, bon qui joue à droite en ce moment, mais qui est un central de métier. Alors justement, est-ce que Sakho va être titulaire à terme dans cette équipe? Non, mais ce qui est clair, c'est que Carlo Ancelotti, avec Sacco, il a des doutes. Et effectivement, il a pris Alex aussi parce qu'il a des doutes sur Sacco, il a des doutes également sur Lugano. De toute façon, c'est un recrutement qui sera utile l'année prochaine où le PSG sera engagé dans de nombreuses compétitions dans la Ligue des Champions. Il y aura Alex en défense en Ligue des Champions, c'est de l'expérience, c'est du solide. Il peut très bien faire jouer Alex avec Sacco ou Alex avec Lugano ou Lugano avec Sacco comme il l'a fait hier et ça a fonctionné. Donc de toute façon, il a besoin de plusieurs grands défenseurs pour construire son équipe, Carlo Ancelotti. Je pense pas qu'il ne veuille plus de Sacco. Au contraire, je pense que il s'imagine qu'avec l'apport de joueurs d'expérience, Sacco va augmenter son niveau de jeu. Donc il sera titulaire de temps en temps, peut-être pas à chaque fois, mais il sera titulaire. En revanche, c'est sûr que pour Bisevac, il a trouvé sa place à droite et ça marche plutôt pas mal. Mais c'est sûr que pour Camara, les portes se ferment, tout comme pour Armand. Mais bon, de toute façon, il n'était pas toujours titulaire non plus dans l'esprit d'Antoine Comboiré ces 2 jours-là. Alors maintenant, on va passer avec moi, mon coup de cœur de ce mercato, surtout en Ligue 1, c'est Lille. Lille qui nous a surpris avec la vente de Moussa Sow à Fenerbahçe et qui a su renverser la balance en recrutant Nolan Roux qui a marqué d'entrée. Nico? Moi, je suis très déçu déjà par Moussa Sow qui avait fait une saison exceptionnelle l'an dernier, en plus recruté gratuitement par Nice, par Lille, pardon. Et on se rend compte qu'il part à Fenerbahçe. Il peut pas nous défendre la thèse du sportif en partant à Fenerbahçe parce qu'on sait très bien qu'il va là-bas pour l'argent et pas pour des raisons sportives alors qu'il était annoncé en Angleterre depuis quelques temps. Donc très déçu déjà du comportement de ce joueur qui avait vraiment le niveau de s'imposer dans un grand championnat. Et ensuite, l'arrivée de Nolan Roux. Alors, bon, c'est un très bon joueur, Nolan Roux. Mais bon, il n'a pas marqué beaucoup avec Brest. Il a mis quoi, 4 buts cette saison, je crois. Alors là, il arrive. Forcément, c'est plus facile de marquer des buts quand tu as Hazard ou Payet ou Joe Cole qui te font des passes. Donc, moi, j'attends vraiment de voir ce qu'il va donner sur la durée, Nolan Roux, parce que je suis pas persuadé de la bonne affaire. Maxime, une réaction par rapport au mercato justement de Lille? Lille, je pensais justement qu'ils allaient pouvoir recruter Nolan Roux en gardant Moussa Sow. Ça aurait été l'opération magnifique du mercato. Laisser partir Sow, c'est vrai que ça a été très surprenant parce que il faisait pas une grande saison, mais c'est vrai qu'il avait l'air de pas mal revenir par rapport à la fin de la première partie. Et il est parti à la CAN avec l'ambition, j'imagine, de faire une bonne CAN. Et il revient, il repart pour la Turquie. C'est très bizarre la manière avec laquelle ça s'est fait et c'est vrai que ça interroge aussi sur les volontés des joueurs. Est-ce qu'ils veulent rester pour le maillot ou pas? Est-ce que ça existe encore l'amour du maillot dans le foot? Ça interroge un peu. Après, c'est vrai que l'opération de prendre Nolan Roux est très intéressante parce que c'est un jeune joueur, mais pour le titre, je ne sais pas si c'est bon parce qu'il faut encore qu'il s'intègre dans l'effectif, dans les combinaisons offensives et ça reste difficile à faire en si peu de temps. François, votre réaction sur ce mercato lillois? Alors je le trouve assez dur avec Moussa Sow parce que j'ai lu dans une interview, alors peut-être qu'après il ne dit pas la vérité, mais qu'il ne voulait pas partir de Lille et qu'on l'a un petit peu poussé. Pour 13 millions d'euros, on comprend les Lillois qui savaient que Moussa Sow était en fin de contrat, qui ne voulaient pas forcément renégocier. Lui, il espérait partir plutôt cet été et peut-être plutôt pour l'Angleterre, c'est ce qu'il disait. Donc il a été un petit peu poussé vers la sortie parce que on lui a fait comprendre qu'il fallait soit qu'il parte maintenant, soit il jouerait peut-être moins. Donc je pense que c'est pas par amour du maillot ou quoi que ce soit qu'il est parti ou pour seulement l'argent. Je pense qu'il avait plus vraiment le choix. Et puis concernant Nolan Roux, moi la première idée que je me suis faite quand ils ont fait partir Moussa Sow pour faire venir Nolan Roux, je me suis dit qu'il perdait au change parce que c'est pas le même type de joueur, parce que Moussa Sow c'est un buteur, c'est un joueur qui reste dans la surface, qui marque beaucoup de buts, beaucoup plus que Nolan Roux, qui en a marqué seulement je crois 10 depuis son arrivée en Ligue 1.
Mais en fait, en voyant le jeu que pratiquent les Lillois, Nolan Roux s'intègre parfaitement, je pense, à ce jeu-là. Un joueur plus technique, un joueur qui peut aussi faire jouer les autres, et plus jeune aussi que Moussa Sow. Donc finalement, j'ai un petit peu fait mon mea culpa, et je pense que Nolan Roux est l'une des meilleures recrues possibles pour le LOSC, en tout cas pour la Ligue 1. Alors, on reste avec Lille. Sur le chat RTS Radio, on a de Rose38 qui nous dit Lille, c'est comme Bordeaux il y a quelques années. En un an, ils vont tout perdre. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, messieurs? Est-ce que vous êtes d'accord? Oh bah oui, parce que ils ont déjà perdu Rami, ils vont sûrement perdre encore Hazard, ils ont perdu Sceaux. C'est un peu la colonne vertébrale de Lille personnelle. Kaba y est parti également. Donc c'est vrai que c'était des joueurs qui étaient assez impressionnants. Moi je pense surtout à Gervinho qui était quand même le déclencheur des offensives lilloises avec Hazard. Et lui est parti, Hazard va partir. Il va falloir les remplacer et ça va être très compliqué pour Lille de le faire. Nicolas? Bah, et puis on va rien enlever au titre de Lille la semaine dernière parce qu'ils l'ont totalement mérité. Mais là on se retrouve dans cette saison avec quand même une concurrence qui est beaucoup plus forte, avec Paris qui revient à un niveau énorme avec toutes ses recrues, avec Montpellier qui est à un niveau qu'on n'aurait jamais cru qu'il pouvait atteindre, au moins avec cet effectif-là. Et du coup, Lille a beaucoup plus à faire au niveau de ses concurrents. Et donc, je pense que ça met un peu de pression. En plus d'avoir eu le titre la saison dernière, ça met de la pression sur les épaules. Donc, c'était très compliqué déjà en début de saison d'espérer garder le titre. Je pense que là, c'est quasiment fichu. Ils ont quoi, 10 points de retard sur le PSG? Je sais plus exactement le classement de Lille par rapport au PSG, mais c'est 10 points, c'est 10 points de retard et c'est déjà énorme vu la course folle que fait le PSG et Ancelotti qui est pas décidé à perdre un match. On va maintenant revenir sur Marseille parce que le temps passe. Marseille, Lucho retour aux sources, retour au FC Porto et seule consolation, le retour de Brandao. Nicolas, tu veux réagir là-dessus? Bah, l'autre chose, c'est la meilleure affaire de l'histoire des transferts quand même. Acheter 24 millions, revendu 2, je pense qu'on a rarement vu un bénéfice aussi gros. Non, mais trêve de plaisanterie, Lucho, il a énormément apporté pendant sa première saison à Marseille, avec, je l'ai dit tout à l'heure, un titre de meilleur passeur et puis les 2 titres avec l'Olympique de Marseille. Et puis après, il s'est éteint au fur et à mesure. Et puis jusqu'à arriver au point de non-retour, il l'a même dit dans une interview que ça faisait 6 mois qu'il y réfléchissait, que c'était une décision mûrement réfléchie. Et je pense que au final, même si sur le plan financier c'est forcément compliqué pour Marseille de perdre, d'avoir un bénéfice aussi faible, et même s'ils économisent sur le salaire, je pense qu'au niveau de l'équilibre de l'équipe, ça va être une bonne chose. Ça va permettre de lancer des jeunes dans la bataille et ça va permettre de rééquilibrer un peu l'effectif. Maxime, Marseille, bon mercato. Et écoute, sur l'effectif, l'échange Brandao-Lucho, je sais pas si ça vaut vraiment le coup, non. Lucho qui part, si ça rééquilibre l'effectif, je suis pas sûr, parce que les jeunes, il faut encore qu'ils fassent leur preuve, et puis Lucho restait un joueur d'expérience, mais je pense quand même que c'est une bonne décision de la part de Marseille. Il aurait peut-être fallu le remplacer par un vrai bon milieu de terrain. On voit que cette semaine, avec la suspension de Valbuena, il se retrouve avec un milieu de terrain un peu décimé, les frères Ayou qui sont à la canne, enfin vraiment l'effectif marseillais est un peu léger, je trouve, pour peut-être concourir sur tous les tableaux, parce qu'ils sont encore Coupe de la Ligue des Champions, Championnat. Le mercato marseillais, pour moi, est un peu limite, parce que ils ont perdu un bon joueur du milieu, ils ont pris un attaquant, mais derrière, il va falloir limiter la casse au niveau des blessures pour pas se retrouver à découvert. François, votre point de vue sur Marseille, sur ce mercato difficile et surtout aussi car manque de moyens. Ah oui, clairement, de toute façon, c'est ce qui a décidé du mercato de l'Olympique de Marseille. Ils l'ont bien dit, les dirigeants, ils n'ont pas le choix. Il fallait absolument prendre des joueurs libres ou en prêt. Ils n'ont réussi qu'à faire revenir Brandao, qui d'ailleurs est plutôt une bonne surprise, parce qu'on s'attendait tous à une recrue en bois, et finalement il a quand même marqué 2 buts depuis son arrivée, dont un décisif. Et puis concernant Lucho, de toute façon c'était inéluctable, hein. L'Argentin, vous l'avez dit, il se sentait mal depuis le mois de mars dernier, où il avait été victime d'un cambriolage assez violent. Il voulait partir de Marseille, il ne se sentait plus bien sur le terrain.
Deschamps a essayé de le relancer, on a vu que ça n'avait pas fonctionné parce qu'il était plutôt transparent, donc de toute façon le départ de Lucho, ça sera pas une grosse perte pour l'Olympique de Marseille, ça leur permet de rééquilibrer un peu les comptes et de compter sur un meilleur recrutement l'année prochaine, et puis ils vont essayer de se battre avec leurs armes, et de toute façon pour l'instant leurs armes ils les ont, hein, c'est clair, c'est Valbuena et le Rémy. Voilà, donc avec ces deux joueurs en pleine forme, ils peuvent au moins accrocher une place en Ligue des Champions. Très bien. Alors le temps passe, messieurs, on n'aura pas le temps de parler de Nice et de Dijon, mais j'aimerais qu'on revienne sur le transfert de Djibril Cissé à QPR. Maxime, peut-être d'abord. Écoute, je suis un peu surpris de la part de Cissé qui n'a pas réussi à s'imposer à la Lazio. Il fait que 6 mois, il part déjà au Queen's Park Rangers. Bon, c'est le Cissé qui comme d'habitude fait un peu des siennes. Il avait dit qu'il voulait s'imposer à la Lazio. Il a refusé Auxerre en disant qu'il voulait rester dans le championnat italien. Puis au dernier moment, il part dans le championnat anglais. Voilà, une nouvelle fois, ça m'étonne un peu parce que Cissé en plus avait une belle histoire avec Auxerre, pouvait aider le club à se relever. Et là, il s'en va en Angleterre. Et hier, il prend un carton rouge. Bon, ça c'est anecdotique. Mais encore une fois, bon, je me pose des questions sur les valeurs du foot parce que je me demande s'il n'y a pas une question de salaire derrière tout ça. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Le cas de Djibril Cissé, pourtant, tu vois, qu'il aille à QPR, moi, ça m'étonne pas trop parce que c'est un club ambitieux en première ligue. Surtout qu'ils ont fait un bon recrutement là avec Taiwo qui est arrivé de Milan. En plus, il marque pour son premier match, Cissé, pardon. Et bon, il prend un carton rouge au deuxième et de toute façon, il l'a très bien expliqué. Il voit le tacle arriver, il a déjà perdu, il a déjà eu 2 fractures au niveau de ses jambes. Il avait pas envie d'en avoir une troisième. Ça n'explique pas tout, mais on peut comprendre que c'est un joueur qui a vécu quand même beaucoup de choses dans sa carrière et qui peut en avoir marre de certains gestes. Après, c'est vrai, je suis comme toi, Maxime, je suis très déçu qu'il ait pas pu s'imposer à la Lazio après des débuts plutôt intéressants à la pointe de l'attaque. J'attends de voir ce qu'il va donner à QPR. De toute façon, il a plus le niveau pour jouer dans un grand club, hein, donc faut pas non plus se voiler la face. Je sais pas ce que vous en pensez, François. Non, bah, vous avez raison sur Djibril Cissé. Moi, on peut pas lui en vouloir d'être parti à Queen's Park Rangers parce que je pense que Cissé c'est un joueur vraiment qui aime le football. Il vit pour ça, il vit pour les buts. D'ailleurs, on a vu la réaction qu'il a eue dès son premier but avec Queen's Park Rangers. Il était malheureux à la Lazio parce qu'il ne jouait pas, il jouait pas à son poste. Il ne s'est pas imposé, donc de toute façon il fallait qu'il parte. Lui il aime l'équipe de France, il aimerait la retrouver. Bon, c'est sûr que c'est pas Queen's Park Rangers qui risque de faire des merveilles et de la retrouver l'équipe de France, mais bon, le championnat d'Angleterre, on sait que ça lui convient bien. C'est un club déjà qui voulait l'accueillir, n'avait peut-être pas tant que ça à son âge et avec son niveau de salaire. Donc finalement, c'est plutôt une bonne chose de le retrouver. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de voir Cissé, son envie, sa volonté de gagner, sa volonté de marquer. Voilà, il est peut-être pas le meilleur technicien du monde, ça c'est sûr, mais bon, son envie compense tout ça et il a envie de jouer. Il essaiera de jouer, je pense, le plus tard possible, quoi. Eh bien, merci messieurs pour ces analyses. Pour finir, on va se lâcher un peu. Un bon coup même. Ce sera le coup de gueule de Maxime Babser. Il est temps de taper du poing sur le comptoir. Carton rouge de Maxime Babser. Le carton rouge de la semaine. Un terrain de foot n'est pas un champ de bataille. Et pourtant, mercredi soir en Égypte, 74 personnes sont mortes dans des affrontements qui ont opposé des supporters d'Al-Masri, le club de Port Saïd, et Al-Ali, celui du Caire. Dès le coup de sifflet final de l'arbitre, le terrain a été envahi, comme si cet acte était prévu de longue date. La bêtise humaine s'est donc invitée sur un terrain de sport. Des familles ont été meurtries et l'Égypte doit de nouveau faire face à une crise politique 1 an après sa révolution. Car oui, ce drame a bien des implications politiques. C'est ce qu'a expliqué Oussama Yassine, un des responsables du parti Liberté et Justice, l'aile politique des frères musulmans au pouvoir. Ce n'est pas un affrontement entre sportifs, mais c'est le résultat d'un scénario visant à instaurer le chaos, a-t-il expliqué. L'objectif de tout cela, c'est surtout de faire avorter la révolution des Égyptiens et d'arrêter la voie du changement démocratique dans notre pays. Cette tragédie inhumaine va à l'encontre même de l'esprit du sport dans son ensemble et l'esprit du foot en particulier. Le sport doit rester rassembleur et effacer toutes les différences, qu'elles soient sociales, politiques ou même religieuses. Mais les animaux de Port Saïd, car ce n'étaient pas des hommes qui étaient dans les tribunes mercredi soir, ces valeurs, ils les ont oubliées.
Et un problème très complexe, hein, car il mêle la politique, on l'a bien compris. Alors on va d'abord demander votre point de vue à vous, François, sur ces drames en Égypte. Bah, c'est terrible ce qui s'est passé, évidemment, on déplore ça. Nous, en tant que foot sport et de foot, forcément, on ne peut pas comprendre qu'il y ait des violences dans les stades. Effectivement, c'est un problème complexe, vous l'avez dit. Ça mêle à la fois la politique et le football. C'est pour ça qu'il y a encore des zones d'ombre à régler. Effectivement, il faut dire stop à tout ça. Le problème, c'est que les stades de foot sont souvent une vitrine politique. Les équipes de foot également, surtout dans ces pays-là, c'est très important pour eux. Et du coup, ça prend des proportions que ça ne prend pas. Que ça ne pourrait pas prendre ailleurs en France ou en Europe. C'est vraiment quelque chose de fondamental pour eux. En plus, le fait que ce soit dans un stade, c'est vrai que le stade, c'est le lieu idéal pour faire ce genre d'atrocité, un endroit fermé. Et donc, malheureusement, on ne peut que condamner ces actes-là, essayer de les comprendre, de comprendre pourquoi, pour pas que ça recommence et puis que des décisions soient prises. Je crois que c'est ce qu'ils vont faire. Je crois que la FIFA a demandé un rapport à la fédération égyptienne, donc voilà, que des décisions soient prises pour éviter que ça se reproduise. Nicolas, ton point de vue. Bah, moi déjà, Pardon. Déjà, je tiens à Le dire micro, que c'est mieux. Le micro. déjà, je tiens à dire que j'ai été vraiment très choqué quand je suis tombé sur les images à la télévision. C'est quand même des images très dures. J'ai l'impression qu'on se rend pas vraiment compte de voir des images comme ça, à quel point c'est de la violence gratuite et qui n'a pas lieu d'être, surtout dans le sport, mais encore ailleurs. Et je trouve vraiment que il y a des grosses zones d'ombre qu'il va falloir éclaircir. Et pour moi, je pense pas que la FIFA ait vraiment un rôle à jouer là-dedans, parce que on se rend bien compte que ça n'a pas vraiment de rapport avec le match en lui-même. C'est surtout le prétexte pour arriver à faire ce genre d'action. Et je pense que ça passe surtout par des choses faites au niveau politique. Donc du coup là on sort un peu du thème du sport, mais pour régler les problèmes en Égypte. Et moi je serais partisan de voilà, peut-être le sport en Égypte en ce moment, faire un peu attention à ce qui peut s'y passer là-bas. Maxime. De ce que j'ai vu, le gouvernement voulait nettoyer un peu la fédération égyptienne de football. La FIFA, j'ai cru comprendre aussi, voulait mettre des sanctions contre la fédération égyptienne. Mais c'est pas la première fois qu'on entend parler du foot avec l'Égypte, avec la fédération. On se souvient des incidents qu'il y a eu avec l'équipe d'Algérie pour les qualifications de la dernière Coupe du Monde. C'est un pays où le sport est très politisé, où on se sert du sport pour arriver à ses fins politiques. Donc je pense qu'à un moment, il faut arrêter de se cacher les yeux. Pendant le match de mercredi soir, les forces de police ne sont pas intervenues. Le cordon de sécurité a à peine protégé les joueurs, et après c'était fini. Enfin, c'était la guerre totale. Il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter de se voiler les yeux et se dire que le foot est peut-être un peu pourri dans certains pays, que c'est trop politique et qu'il faut arrêter tout ça et reprendre les choses un peu normalement, que la FIFA fasse son vrai rôle, c'est-à-dire réguler un peu les fédérations et arrêter de faire un peu de politique dans le sport. Alors ça nous amène à nous poser cette question, puisque il y a presque que dans le football où on voit vraiment ces gros débordements sur les dernières années. Le football est-il synonyme de violence, François? Oula, là il faudrait 4 heures peut-être pour en parler. Non, malheureusement, oui, effectivement, c'est dans ce sport-là qu'on voit les plus grosses violences, parce que c'est un sport déjà universel, donc ça se joue partout. C'est un sport où il y a de forts identités. On se sent très très proche d'un club. Quand on parle des joueurs ou d'une équipe, on dit notre équipe, notre joueur. Nous, on a gagné, on a perdu. Donc ça n'existe quasiment que dans ce sport-là. Ce sont donc voilà, on est très très proche de nos clubs, et donc forcément il y a à la fois dans l'émotion, ou dans la joie, ou dans la violence malheureusement, des côtés comme ça qui deviennent un peu trop importants, effectivement, qui prennent le pas sur la raison, et on se transforme en bête quand on veut défendre à tout prix notre club. Je pense que ça vient de là, les violences dans le football. Alors effectivement, il faut tout faire pour
ça n'ait plus lieu, faut tout faire pour que ça n'existe plus. Mais quand on voit qu'en France, les supporters de Marseille peuvent même pas venir au Parc des Princes parce qu'on a trop peur qu'il y ait des violences, c'est quand même bien triste. Pareil que pour les supporters parisiens qui ne peuvent pas descendre à Marseille, c'est quand même triste d'en arriver là, c'est lamentable, c'est honteux, mais de toute façon il faut en passer par là pour éviter qu'il y ait des morts, quoi, tout simplement, et que le football devienne avant tout un spectacle de violence et plus un jeu. Nico, le football violent? Bah, je trouve aussi qu'il y a un problème de valeur dans le football qui sont un peu perdus. À la base, quand même, le football, c'est un jeu, comme disait François, universel, que on peut jouer partout, dans n'importe quel village de France. Il y a même le plus petit patelin paumé, il y a un terrain de foot municipal. Et à la base, toutes ces valeurs de partage, d'envie, de jeu, je trouve qu'elles ont été énormément perdu dans le football moderne et pour arriver à les récupérer, il me semble que ça va devoir passer par une politique, justement une dépolitisation du football et peut-être il y a peut-être aussi un problème économique là-dedans. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, François. Peut-être que l'économie qui va tout autour du football pousse les gens à avoir une identité plus forte envers certains clubs. Non, alors l'économie, c'est vrai que ça, je pense que c'est un autre débat, l'économie et le football, parce que le football c'est aussi synonyme d'argent. Voilà, ça malheureusement, je pense qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Et on est très content, nous, en tant que supporters, quand notre club a de l'argent et peut acheter des grands joueurs. Non, malheureusement, je pense que c'est vraiment les supporters qui se prennent un peu trop au jeu. Et justement qui en oublient en se prenant trop au jeu, ils en oublient le jeu, ils en oublient que ce n'est qu'un jeu et que il y a il faut accepter de perdre, il faut accepter parfois d'avoir des difficultés, accepter que son équipe que ça ne se passe pas bien, pas comme on le souhaite. Voilà, et le problème c'est qu'effectivement on est trop attaché à ce sport et c'est ce qui fait que le football est numéro 1 un petit peu partout, c'est que il y a une vraie passion autour de tout ça et malheureusement passion est souvent synonyme aussi de ce genre de débordement. Ouais, mais alors, pour rebondir là-dessus, je ne sais pas si on peut dire ça, mais le rugby, par exemple, il y a énormément aussi de passion qui est provoquée par ce sport, et pourtant, on voit quand même rarement des débordements. Alors, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Pourquoi, par exemple, dans le rugby, on a une passion forte, mais pas de violence aussi poussée? Je vais peut-être être un peu provocateur, mais le rugby, où est-ce qu'on le joue aujourd'hui? Par exemple, en France, on le joue dans le sud-ouest, et maintenant un petit peu à Paris. C'est quand même très régional. Où est-ce qu'on le joue en Europe? On le joue en Italie un tout petit peu, et puis sinon c'est le Royaume-Uni. Il n'y a pas du rugby partout, c'est pas universel. Quand on voit, voilà, et ça sera toujours un sport par rapport au football. Et alors j'espère que les gens qui aiment le rugby ne m'écoutent pas, mais ça sera jamais numéro 1 par rapport au football. Et donc effectivement. Il y a moins d'enjeux, il y a moins de clivage certainement entre les gens. C'est vrai que le rugby c'est une fête aussi, donc peut-être que ça vient de là. Le rugby c'est avant tout une fête et il y a moins d'enjeux, donc peut-être que ça vient aussi de là. C'est très compliqué de répondre à ce genre de questions, mais voilà, je pense que c'est un petit peu tout ça qui fait qu'il y a moins de violence dans le rugby. Maxime, rapidement ton point de vue. Pour revenir à ce que dit François, oui, je pense que dans l'idée différence qui fait que le foot et le rugby sont peut-être moins passionnés, c'est-à-dire que le rugby, la violence ou les contacts sont sur le terrain. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est des coups durs, c'est des gros mecs, des grandes gueules, on voit les avants qui sont assez baraqués, on n'a pas envie de discuter avec eux après, ils discutent pas trop avec l'arbitre en plus. Donc non, la violence elle est quand même sur le terrain, alors que le foot c'est vrai que ça reste des contacts, pas des trucs très violents, donc c'est vrai que les supporters peuvent peut-être en arriver à devenir violents dans les propos parce que peut-être qu'il manque un peu de violence sur le terrain, je ne sais pas. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi une petite différence entre les deux sports. Et bon, il y a aussi le foot est quand même un sport extrêmement populaire, c'est vrai, qui attire beaucoup plus de monde dans les stades, beaucoup plus forcément de sponsors, de merchandising.
beaucoup plus d'argent qui circule dans le foot. Et c'est vrai que pour le moment, ça m'étonnerait que le rugby puisse dépasser un jour le football, parce que ça reste le foot un sport qu'on peut pratiquer n'importe où, dans la rue, sur un stade, alors que le rugby, ça impose quand même des conditions de jeu minimum. Eh bien, on va clore le débat là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. On va d'abord commencer par s'excuser pour les petits problèmes techniques qu'on a eu en début d'émission, mais qui se sont réglés au cours de l'heure, et on espère que ça ira mieux la semaine prochaine. Et oui, on va se rattraper. On espère. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première du Bar des Sports. Nous vous invitons à venir trinquer sur nos 2 plateformes internet, bardesports.fr et rtsradio.fr. Excusez-moi. On remercie aussi François Pinet de nous avoir accompagné toute l'émission et de nous avoir amené son expérience. Merci François. Merci, je suis un peu le parrain en fait de l'émission. Hein. Je gagne rien, j'ai pas de cadeau. Très beau parrain. Non, ravi d'avoir participé à cette heure avec vous, et puis bonne continuation au Bar des Sports, parce que c'est sympa ce que vous faites. Eh ben, tout le plaisir était pour nous. Vous pourrez retrouver François du lundi au vendredi sur iTélé pour le journal des sports et 20h foot. Je vais maintenant dire au revoir à mes 2 habitués, là, mes 2 piliers, qui ne sont pas encore partis. Merci Nico. Merci à toi Mathieu, merci à tout le monde de nous avoir écoutés, et puis encore désolé pour ces petits soucis techniques, promis la semaine prochaine ça sera parfait. Maxime, un petit mot avant de se quitter. Merci Mathieu, merci à tous. Moi, une petite pensée à Pierre qui est resté à la technique pour les jingles et qui s'est sacrifié pour nous aujourd'hui. On espère qu'on le entendra très vite dans les prochaines émissions. Merci à tous. Et on remercie également, je vais remercier Pierre aussi d'avoir sacrifié ses interventions pour s'occuper un petit peu de la technique. Le Bar des Sports referme donc ses portes. Merci encore une fois à vous auditeurs. Salut à tous, à la semaine prochaine et surtout, santé. Bienvenue. C'est bon, on n'est plus en direct. C'est bon, super, bravo. Oh nom de Dieu, putain, on a chié. Putain, en fait, quel coup de panique. Non mais attends, en fait, on peut pas mettre 6 comptes en même temps sur une conversation Skype, c'est 5 maximum. Si, tu peux, hein. Tu peux, 6. Hein. Et j'étais incapable, j'arrivais pas à le faire. Ah, t'aurais... Ouais, non, si, tu peux. Et comment tu fais alors? Je sais pas, faudrait que... Je sais pas, moi j'ai juste glissé... Moi je sais que je me suis retrouvé à... Là, si tu veux, je prends l'animation, là on est 1, 2, 3, 4, 5, on est 16 là, 16 chez l'animateur sur RTS, donc on peut. D'accord, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Et du coup, à cause de ce problème-là, donc déjà d'une, on a pas de jingle au départ. Ah, moi j'ai paniqué, j'ai une chier dessus là. On n'a pas eu de jingle au départ, et en plus, on n'a pas pu podcaster, parce que ça buguait. Je l'ai podcasté moi.